Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, sur notre podcast Fashion Network et Luxury Insight, on a une jeune designer très important et très particulière qui s'appelle Monsieur Traoré Bonjour. et qui a un parcours assez unique. Et il a créé, parce qu'il a créé un atelier de très haut niveau dans un banlieue de Paris, très loin d'Avenue Montaigne, et mené au main avec son succès, qui a fait des défilés avec sa marque Mossy ici à Paris. Alors j'aimerais bien commencer au début, avant que vous aviez les éloges des critiques et des revues importantes à Paris et à New York. Et au début, comment vous avez fait, tu as fait, excusez-moi, ton premier pas dans le mode? Alors moi, ça s'est enchaîné très vite en fait. J'étais étudiant, j'ai pas achevé mon parcours scolaire. J'ai voulu aller voir ce qui se passe du côté de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Je suis allé en Italie, je suis allé en Inde. J'étais très curieux, j'étais aventuré avec mon sac à dos pour aller apprendre de chez tout le monde, même dans des ateliers en banlieue, avec une couturière indienne à Gare du Nord, un Africain, etc., etc. Et ensuite, j'avais lu le livre de Janice Hamet, Chère haute couture. Je suis tombé fan de ce livre et j'ai contacté cette femme juste après avoir lu son livre, qui m'a rencontré, qui m'a permis de rencontrer Didier Grumbach. Et j'étais parti voir Didier Grumbach avec quelques croquis, juste avec une idée de collection, un thème, etc. En fait, Monsieur Grumbach m'avait dit est-ce que ça te dirait de défiler en haute couture? Pour moi, je me suis dit waouh, j'avais jamais travaillé dans une maison, j'avais gagné aucun concours. Et en fait, il m'offrait ma chance de rentrer dans le milieu de la mode. Bon, la semaine de la haute couture, ça venait trop tôt et finalement, on a décalé à mars, prêt-à-porter. Je ne savais même pas si ce que je voulais faire, c'était de la couture ou du prêt-à-porter. Je voulais juste créer. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé dans la mode. À l'époque, Didier Grumbach était le président de la Chambre syndicale, maintenant la Fédération de la haute couture. Oui. Et de la mode, ça veut dire l'organisation qui décide qui fait le défilé et qui est sur le calendrier officiel. Bien sûr. Ça a évolué aujourd'hui. Bon, après cette première expérience qui a été un petit échec pour moi parce que j'étais pas prêt, quoi. J'avais pas assez d'expérience, etc. Donc voilà, il y a eu un long voyage, un long pèlerinage pour apprendre mon métier, mieux le comprendre, mieux le maîtriser. Et ensuite, je suis revenu avec un nouveau projet, une marque éponyme, le projet de créer ma propre école, de faire du social dans la mode, avec une nouvelle vision business dans ce milieu. Et oui, aujourd'hui, il y a un comité ça se fait autrement. Voilà, il faut présenter un projet. Et puis, entre-temps, on a eu un prix en dames. Avant ça, on avait intégré le showroom Designer Apartment et après Sphère. Donc, ça a été, je suis passé par la voie un peu plus classique où il faut faire les choses étape par étape. La première collection a été quand? Ma première collection, c'était en 2019. Je l'ai présentée en septembre 2019 sur ma nouvelle marque éponyme. Mais sinon, ma toute première collection, j'en avais déjà fait en 2011, quoi. Mais l'idée est assez unique de créer un atelier dans banlieue. C'est pas très connu dans l'histoire de la mode. Non, depuis 2017, j'avais cette idée. Donc, j'avais commencé à travailler dessus. Suite au changement de présidence, ça a chamboulé un peu le projet, parce que voilà, les dispositifs sur lesquels on voulait s'appuyer ont été annulés, etc. Ouais. Je me suis retrouvé avec 40 personnes avec qui on a promis des choses qui se retrouvaient sur le carreau. Donc là, c'est une grosse responsabilité. Ouais. Et voilà, à partir de 2019, je me suis dit, bon, allez, je vais y aller petit à petit, je vais viser moins gros au départ, on va faire nos preuves. Et puis, depuis 2019, petit à petit, le projet a fait du bruit, a fait écho, ça a parlé à des gens. On a mis en place des partenariats avec le monde institutionnel, des partenaires privés. Et aujourd'hui, on veut être un modèle économique qui est différent, qui n'est pas connu, qui n'est pas très connu dans ce milieu. En tout cas, on va dire sur des marques qui figurent au calendrier. Mais moi, je trouve ça cool parce que de lier du business et du social, pour moi, c'est l'avenir. Il y avait quand même une icône historique dans le mode qui vous a inspiré au début, n'est-ce pas? Madame Gray m'a beaucoup inspiré. Ouais. Enfin, moi, voilà, j'ai deux gros mentors qui m'ont inspiré, je trouve que c'est des créateurs et une couturière, qui ont travaillé avec leur âme. Et moi, c'est ça qui me parle, c'est cette mode-là qui me parle.
c'est pas que la mode image, c'est pas que la mode nourrie par l'influence. C'est quand on met toute son âme dans son travail. Et oui, Madame Gray, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Martin Margiela, voilà. Moi, c'est cette école qui me parle et qui m'a donné envie de faire ce métier. J'ai eu la chance de voir un de vos défilés. Si je me souviens bien, c'était dans le 5e arrondissement à Paris Habitat. Encore une fois, une location assez unique. Racontez-nous. Alors ça, c'était juste après l'obtention du prix Andam. Moi, je voulais rendre hommage aussi à là d'où je viens. Oui. J'ai grandi dans un quartier. De faire un défilé chez un bailleur social, c'était aussi une manière de montrer qu'un petit gars qui vient d'un quartier, il peut faire des choses sympas, faire un peu de bruit dans la mode. Et donc, c'était aussi un hommage à d'où je viens, qui je suis. Et puis voilà, c'était super sympa d'avoir fait ça. Mais au-delà même du siège de Paris Habitat, on a aussi fait un défilé dans la cité, pendant le Covid. Il m'est arrivé de faire des expositions dans la cité ou à la Goutte d'Or. Donc voilà, j'aime aussi amener la mode. Là, elle n'a pas trop l'habitude d'aller et de lui dire, la mode, elle peut être aussi utile sur des nouveaux territoires. Ce que j'ai noté avec votre design était, encore une fois, un mélange, une rencontre, un carrefour entre un peu le classicisme, un peu Madame Gray et le grand couturier, et un peu de street chic. Quel est votre avis? Moi, ce qui a fait au départ l'ADN de mes collections, la ligne constructive de mes collections, c'était l'artiste coréenne Lee Bull. C'est une artiste que moi j'adore. Voilà, j'ai été inspiré par des sortes de sculptures qu'elle crée. Donc tout ce travail de construction, d'asymétrie, de mélange, je me suis beaucoup inspiré d'elle. Et puis oui, c'est mon travail. On peut sentir un regard croisé sur parfois le travail de Madame Gray, le rapport au drapé, au plissé, le travail d'Issey Miyake sur le plissé, le travail de Yohji, toute cette poésie asymétrique. J'aime faire des clins d'œil à ceux qui m'inspirent, mais faire des clins d'œil en les mentionnant. C'est pas juste en allant piller dans les archives les idées et puis de s'inventer une vie. Non, moi j'aime rendre hommage à ce qui m'inspire, que ce soit les artistes, les créateurs. De reconnaître. Exactement. Et pas seulement faire le shopping. Comme certains autres. Aussi, une autre chose qui m'a frappé avec le défilé est que comment vous avez utilisé les dancers. Racontez-nous. En fait, la danse a toujours été un art. Moi, j'ai toujours considéré l'art comme un arbre à plusieurs branches. Moi, j'ai choisi celle de la mode, mais j'aime bien aussi de temps en temps m'amuser avec les autres. Ouais. Et la danse fait partie des formes, des courants artistiques qui me parlent, qui m'inspirent. Et moi, j'adore créer ces rencontres entre le monde de la danse classique et celle du hip-hop. Parce que celle du hip-hop, c'est une culture qui m'est très proche. J'avais tous mes potes du quartier, enfants, qui en faisaient pendant que nous, on jouait au foot. Et après, moi, j'ai dévié vers la mode. Le monde de l'opéra, c'est un monde fabuleux que j'ai découvert. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était contribuer à créer ces regards croisés entre ces deux mondes. Je ne suis pas le premier, il y a d'autres qui l'ont fait avant moi. Mais c'est vrai que sur mes défilés, oui, par exemple, Marie-Agnès Gillot, avec qui j'avais fait un shooting photo au Taj Mahal, la première collaboration qu'on devait faire ensemble, normalement, c'était sur un de mes défilés dans le cimetière du Père-Lachaise, dans le crématorium, c'était en 2012. Et moi, je trouvais génial de faire une performance artistique en introduction de défilé, avec un danseur hip-hop, une danseuse traditionnelle indienne, une danseuse classique et une danseuse contemporaine. Donc ouais, j'aime bien créer des ponts de rencontres artistiques. Pendant le Covid, comme tout le monde, c'était impossible de faire le défilé. Par contre, vous avez créé des vidéos. C'est un peu la manière. Mais encore une fois, vous l'avez tourné ça en banlieue, pas du tout au centre de Paris. Alors oui, on avait relevé ce challenge avec Obo, qui est la boîte de production avec laquelle on travaille sur le défilé. Je leur avais dit, moi j'ai envie de faire ça là où j'habite, en fait, là où je suis, là où je respire, là où je vis mon quotidien, là où il y a mon atelier. Et je trouvais ça aussi génial de ramener la mode pour que les enfants du quartier, les jeunes du quartier, les mamans du quartier, que tout le monde découvre. Parce qu'ils ont eu l'habitude de me découvrir à la télé ou dans les médias, etc. Là, ils découvraient mon travail de manière concrète. Puis on s'était éclaté. On avait ramené vraiment le quartier avec tout son décor. C'est-à-dire avec les jeunes qui font de la moto le dimanche,
La maman qui faisait ses courses au marché, qui arrive, qui voit un défilé de mode en bas de son bâtiment. Vous êtes d'origine malienne. Oui. Vous êtes né là? Je suis né à Paris. Ah, né, pardon. Je suis né à Paris et je suis d'origine malienne. Et voilà, j'ai des attaches à ma culture d'origine qui me nourrit parfois. Oui. On avait fait une collection, on avait fait venir un artiste du Mali, Ibrahim Ballo, et on a fait une collaboration avec lui. Mais aussi aujourd'hui, c'est un citoyen du monde. Moi, j'adore l'Inde, par exemple. J'aime beaucoup le Japon, la Corée. Ma première marque, c'était avec une amie chinoise. Enfin, il y a un côté très Benetton dans ma vision du monde. Et voilà, j'aime le multiculturalisme. Et ça nourrit mon travail. Avec ou sans sac à dos, vous restez voyageur. Vous venez de visiter Inde. Pour faire quoi? Alors, ouais, il y a une semaine, j'étais en t-shirt dans les rues de Mumbai. Non, l'Inde, c'est vraiment un pays que j'adore. J'y voyage en moyenne au minimum une fois par an. Ouais. Parfois 4 fois. Ouais. Moi, c'est un pays que j'adore. C'est une culture que j'adore, que je trouve très riche. Pour moi, le plus beau vêtement, c'est le sari. Enfin, je trouve que c'est ce qui rend la femme la plus élégante. C'est un pays du textile, l'Inde. C'est un pays de l'artisanat. Et puis moi, j'ai grandi avec le cinéma indien. J'ai grandi avec Bollywood. Du coup, voilà, c'est un pays, j'ai envie d'y faire des choses, ça me plaît. J'aime aller m'inspirer là-bas quand je prends le train, quand je marche dans les rues ou aller même dans des slums. C'est un pays qui me nourrit, qui me permet voilà, de garder les pieds sur terre aussi de temps en temps, parce que c'est aussi une réalité parfois un peu difficile en Inde. Mais je trouve que c'est... moi, j'adore aller à la rencontre des cultures. Je pense que la diversité culturelle, c'est une vraie richesse. Et en France, on a la chance quand même d'être dans un pays où on a des gens de tout horizon. Et c'est vrai que voilà, l'Inde est un des pays qui me fascine le plus. Et puis ouais, j'ai envie d'aller à la conquête de ce marché-là, qui est un marché très difficile, hein, qui est pas facile à pénétrer quand on est une marque émergente. Mais j'aime les challenges. Vous êtes d'origine africaine. Moi, je suis suffisamment vieux quand je suis venu à Paris il y a 30 d'années, il n'y avait pas de black designers. Il y a quelques mannequins dans les défilés de M. Saint-Laurent et des autres, mais seulement dans les derniers 5-10 ans, on est arrivé à une génération. Comment vous voyez votre rôle dans cette nouvelle vague? Alors aujourd'hui, moi, ce serait un peu prétentieux de me présenter un peu comme une forme d'avant-garde de la mode africaine, parce que c'est vrai que moi, je suis plus français que malien. Enfin, j'ai grandi ici, je suis allé que 5 fois dans ma vie au Mali. J'ai plus été en Inde qu'au Mali. Après, moi, j'incarne plus l'image du créateur issu de la banlieue, issu de la diversité. C'est un peu ça ce que moi aussi incarne. Après, oui, j'ai des origines maliennes, donc si je peux être ambassadeur de la culture malienne d'une manière ou d'une autre, ce sera avec un grand plaisir et je serai prêt à l'assumer. En même temps, oui, il y a aujourd'hui plus de visibilité sur le travail de créateurs africains, mais les créateurs africains, enfin, on était plutôt sur de l'artisanat. C'est un peu comme en Inde où il y a la culture de l'artisanat qui était très forte, qui n'avait rien à envier aux pays un peu plus occidentaux. En revanche, ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle de ouvrir un peu, de donner plus de place à la mode africaine. Mais ça reste quand même une élite qui est très privilégiée, qui a moyen d'accéder aux hautes sphères de la mode. C'est pas le petit Africain qui sort d'un village ou... Enfin, moi, c'est un peu mon... Je ne veux pas dire mon combat, mais mon objectif, par exemple, à travers mon école, c'est que peu importe d'où l'on vient, peu importe le statut social qu'on a, moi, ce que je veux, c'est aider quelqu'un à construire son rêve, son projet professionnel. Et je trouve que, au niveau de la mode africaine, ce serait bien aussi que ce ne soit pas que une forme d'élite qui est très visible dans le milieu de la mode, mais ça doit être tous les talents et tous les rêveurs, les gens passionnés issus de cette diaspora africaine ou de ce continent-là qui doivent aujourd'hui faire rayonner la mode africaine. Encore une fois, quand je suis arrivé à Paris en 88, à l'époque, le grand market est connu d'être exclusif parce que ça veut dire en haut, dans le ciel, très rare, difficile à aborder. Maintenant, le buzzword, le mot magique, c'est inclusive. C'est que le défilé a un énorme choix de différents genres, différentes origines, différentes personnalités, différentes tailles. Est-ce que vous pensez que la mode a fait suffisamment de changer dans les dernières années et quelles sont les choses qui doivent améliorer?
Je pense qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup des mots diversité, inclusivité, etc. Mais ça ne doit pas devenir des mots marketing, en fait. Ça doit être des mots qui ont du sens, qui ont du poids, qui ont un impact. Moi, souvent, on me dit, moi aussi, ton travail, on ne le connaît pas assez. Tu fais des choses extraordinaires, mais on ne voit pas assez. Je fais, mais vous savez, quand vous faites du social, vous n'avez pas le temps de communiquer. Moi, je ne fais pas du social marketing, je fais du social de terrain. Et c'est donc ces mots-là, c'est des mots qui ont un sens, qui ont du poids, mais ça ne doit pas devenir des mots que à la mode. Moi, je pense que la mode utilise un peu trop ces mots parfois pour l'image qu'elle se construit. Après, il y a des acteurs sincères, engagés, qui jouent vraiment le jeu, mais ça doit faire partie des normes, en fait. C'est le talent qui doit primer. Moi, je ne suis pas un grand fan de la politique des quotas, par exemple. J'estime que c'est le talent qui doit primer. C'est le talent qui doit être représenté. Après, si par le talent, on donne vraiment la chance à tout le monde, peu importe tes origines, ton statut social, oui, la mode, à travers cela, elle sera riche et elle sera porteuse d'espoir. Et elle peut avoir un impact vraiment... Moi, j'estime que la mode aujourd'hui, ce qu'elle doit avoir, c'est un impact social et positif sur des territoires et des publics. Est-ce que vous pensez que la France, en comparaison avec des autres grandes nations multiraciales, l'Angleterre, Grande-Bretagne, les États-Unis, a fait suffisamment ou comment vous voyez en comparaison? Alors, moi, je vais prendre un exemple qui, pour moi, est très fort, c'est le football. Oui. La France, elle avait 20 ans d'avance sur tous ces pays-là, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Dans ces pays-là, on ne voyait pas de blagues. En France, on voyait beaucoup de blagues, de beurre, etc. Sauf que ces pays-là, ils ont compris que la France, entre-temps, elle a pris 2 Coupes du Monde. Donc, ils se sont dit, on va donner la chance à tout le monde parce que, voilà, on va créer des équipes qui représentent nos nations. Et je ne comprends pas qu'en France, on est encore sur des débats où, après la Coupe du Monde 2018, qu'il y ait des gens qui arrivent encore à dire « Ouais, mais ce n'est pas l'équipe de France, on dirait l'équipe du Cameroun. » Enfin, j'estime que la diversité, c'est une richesse pour un pays. Peu importe qu'elle soit d'ordre religieuse, culturelle, sociale. Pour moi, la diversité, c'est une vraie richesse. Et je pense que la France, l'avance qu'on avait, elle est en train de se réduire considérablement parce que les autres pays sont aussi en train de s'ouvrir à la diversité. Et les 20 ans d'avance qu'on avait, on n'en a peut-être plus que 3 maintenant. Et je pense que la France devrait se ressaisir et ne pas oublier qu'une fois, il y avait une très belle exposition au musée de l'immigration sur l'apport de l'immigration sur la mode française. Et là, il y avait de tout, des Coréens, des Japonais, des Indiens, des Italiens. Et je trouve que c'est ça la richesse de la France. Étant un immigré irlandais, je suis en plein d'accord. Nous vivons dans une époque de collaboration, collabs, partnership. Racontez-moi, nous, nos lecteurs, quelques collabs Mossy qu'on a fait. Alors, Mossy, c'est une galaxie au niveau des collabs. Il y a la création de cette école. Là, on est en discussion avec, par exemple, j'ai rencontré récemment Balenciaga, Balmain, la filière d'excellence, la filière des métiers d'excellence d'LVMH, Dior. Enfin, on a des élèves qui sont rentrés chez Dior là, donc ça c'est génial. Donc au niveau de l'école, j'essaie de travailler avec les plus belles maisons parce que je veux que les jeunes de mon école aillent dans les maisons parce qu'ils ont le talent et le niveau. Parce que nous on forme des couturiers. Et il y a un vrai besoin de recrutement. Ensuite, je fais des collaborations sur l'innovation. L'innovation textile. On a fait des tissus on a travaillé une collection avec des tissus à base de lait, en fait. Donc là, pareil, en Inde, j'ai rencontré le groupe Lactalis. En France, on travaille avec le CNIEL et le CETI, le Centre européen des textiles innovants, sur l'innovation textile. Bon, le lait périmé transformé en tissu, et si on peut créer un petit projet autour de l'insertion dessus, c'est un très beau challenge. Là, je suis sur un projet avec une société qui s'appelle Artesa, qui travaille sur la dépollution de la terre, des eaux, etc. Et pareil, on va travailler sur des solutions d'innovation textile. Comment, à partir de la terre, on peut créer du tissu. Donc ça, pareil, c'est des superbes challenges qui, très prochainement, vont faire partie un petit peu des nouvelles activités de Mossy dans la sphère mode. Et ensuite, en termes de collaboration, j'ai fait plein de collabs avec des artistes. Là, on me demande d'être le parrain du défilé académique de tous les lycées de la mode de Paris. Donc, je vais travailler avec tous les lycées de la mode pour aider les jeunes. En 2023, ça fera 30 ans que Madame Gray est décédée, avec le campus de la mode, du design, peut-être avec le 19M. Bon, c'est en discussion, je ne m'avance pas trop.
On aimerait rendre hommage à Madame Gray pour ses 30 ans de décès. J'ai des projets avec des groupes indiens pour créer des passerelles entre la France et l'Inde. On a ce projet de musée en banlieue de la haute couture, en hommage à Madame Gray. Donc, ah ouais, non, nous, les projets, c'est naissant tout le temps, quoi. Déjà assez busy. Ouais. Merci. Beaucoup de notre audience sont les jeunes qui veulent entrer dans la mode et faire carrière. Si vous pouvez nous donner quelques advice, conseils, c'est ce qu'il faut faire. Pour faire le premier pas, c'est quelqu'un, un jeune en banlieue, je ne sais pas, ouais. En Amérique latine ou en Afrique, comment arriver à faire carrière? Moi, je pense que la génération d'aujourd'hui qui va faire la mode de demain, c'est vrai que c'est une génération qui est... Moi, je m'y retrouve un peu parce qu'ils sont audacieux, ils n'ont pas peur, ils osent, ils croient en eux, ça c'est génial. Après, il ne faut pas être prétentieux. Il faut avoir le respect de ceux qui sont déjà en place, qui ont l'expérience. Moi, j'aime cette rencontre intergénérationnelle avec l'expérience et la fougue de cette jeunesse qui arrive. Maintenant, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est d'être patient, de vivre les choses au jour le jour, de ne pas s'inventer une carrière trop tôt. Le succès, c'est avec le temps qu'on le construit. La réussite, c'est pas que d'avoir... Enfin, moi, je pense que c'est une génération qui est très, très forte sur la communication, qui sait très bien utiliser les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas avec Instagram qu'on va faire sa carrière. C'est pas seulement avec Instagram. Ça, il faut le comprendre. Ou c'est pas seulement avec TikTok. C'est quand on veut être couturier, il faut savoir utiliser ses mains d'abord. Avant de taper vite sur le clavier, il faut savoir poser une épingle et repasser correctement un tissu. Donc moi, le conseil que je leur donnerais, c'est... oui, ils ont des outils de communication puissants, mais il faut d'abord qu'ils apprennent à aller à l'essentiel du métier. La réussite, c'est pas que d'être créateur, c'est pas que d'être styliste. La couture, il y a des vrais besoins, il y a des vraies opportunités d'emploi pour eux. Être chef d'atelier, par exemple, c'est une très belle consécration. Les créateurs, sans les petites mains, sans les artisans, sans les chefs d'atelier, ils sont rien. On n'est rien, les créateurs, si on n'a pas ce réseau autour de nous, ces compétences autour de nous. Et je pense que c'est très important que les jeunes ils prennent conscience que voilà, la réussite, c'est pas forcément d'avoir 10 000 followers. La réussite, c'est déjà de se lever le matin et de faire un boulot qu'on aime, de faire un boulot qui nous passionne. Et moi, le conseil que je leur donne, c'est il faut qu'ils soient curieux. C'est moi, quand j'étais étudiant, mais je me débrouillais pour essayer d'être au défilé Yohji Yamamoto, pour trouver des petits tours de passe-passe pour rentrer, travailler gratuitement comme habilleur. Enfin, j'étais prêt à vivre tout type d'expérience, même bénévolement, parce que ce que je considérais comme mon salaire, c'est l'expérience que j'allais en tirer. Et le conseil que je donne souvent, que ce soit les jeunes de mon école ou des jeunes qui font des stages avec moi, c'est jusqu'à 25 ans, nourrissez-vous d'expérience, payez-vous par les expériences. Après 25 ans, là, vous rentrez dans le vrai game. Et à ce moment-là, tout ce que vous aurez acquis avant, c'est ça qui va vous aider à avoir des postes intéressants. Et une dernière chose pour leur donner un conseil. Moi, je travaillais à Zara. Bon, la vente, ça me saoulait un petit peu. Je voulais voir autre chose. Je m'étais promis qu'un jour, je travaillerais comme vendeur chez Armani. J'ai réussi à le faire. J'aime bien me fixer des challenges. Ouais. Et en fait, quand j'ai découvert l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, c'était une expo sur Christian Lacroix que j'ai trouvée fabuleuse. Et en fait, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, un jour, je vais travailler à l'Opéra de Paris. D'une manière ou d'une autre, il faut que je voulais vivre une expérience dans ce lieu qui était magique pour moi, qui était complètement différent de mes tours de béton du quartier. Et en fait, souvent, je dis aux jeunes, vous savez, quand vous voyez que moi aussi, un jour, il a réussi à faire un shooting photo au Taj Mahal avec une danseuse étoile, Marie-Agnès Gillot, ou d'avoir travaillé avec Léonard Bollac ou d'autres, c'est pas parce que j'avais un réseau, des facilités, non. C'est parce qu'un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé à l'Opéra de Paris pour leur dire « Je suis prêt à travailler gratuitement pour vous, juste donnez-moi ma chance ». Et c'est de là que tout ça s'est construit, cette belle histoire que j'ai avec l'opéra. Merci, Troy. C'était un plaisir. Un plaisir partagé.